Radouane Boulal, je suis juriste spécialisé dans les droits de l'homme et je suis le président du MRAX, le mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Alors vous avez organisé cet après-midi une rencontre. De quoi s'agissait-il exactement? Mais écoutez, ça fait depuis maintenant quelques années que tout le monde parle d'islamophobie, mais en ne mettant pas forcément le même contenu autour de cette notion. Et on a estimé que c'était notre responsabilité d'organisation antiraciste de mettre autour de la table plusieurs antiracistes et de débattre entre nous. Alors on n'est pas forcément d'accord, mais c'est justement là l'occasion d'essayer de creuser nos accords et nos désaccords pour essayer d'avancer. Quel a été donc le constat de cette rencontre? Mais écoutez, c'était un beau succès de foule, on a eu plus de 300 personnes et je crois que les gens globalement en ressortent en étant un peu plus intelligents dont moi, voilà, on a eu des outils, on a eu des concepts qui ont été mis sur la table, maintenant il va falloir un peu laisser décanter. Aujourd'hui on voulait surtout creuser la réflexion, maintenant que c'est fait, on va lancer un certain nombre d'ateliers, on va décliner l'islamophobie avec d'autres thématiques, islamophobie et médias, islamophobie et soins de santé, islamophobie enseignement ou que sais-je encore. On va un petit peu délimiter ces différentes thématiques. Nous, on essaye d'assumer notre part du boulot en luttant contre le racisme que subissent les musulmans et on se bat aussi pour d'autres populations. Mais à un moment donné, il faut aussi que les musulmans puissent se prendre en main eux-mêmes et se battre à la fois pour leurs droits et se battre pour les droits des autres. Parce que moi, je suis profondément convaincu qu'une communauté ne réussit pas quand elle se bat uniquement pour ses droits. Je pense qu'il faut faire une grande alliance entre discriminés. Demain, si les musulmans, enfin déjà aujourd'hui, si les musulmans s'allient aux Arabes, aux Turcs, aux Juifs, aux Tziganes, aux Arméniens, aux Tutsis, c'est comme ça qu'on y arrivera. C'est par l'alliance des discriminés qu'on pourra changer la société et faire en sorte qu'elle puisse traiter tout le monde de manière égale. Ça paraît un peu idéal, mais j'y crois profondément. Je pense qu'il faut une alliance de toutes les personnes discriminées et c'est comme ça qu'on va avancer. Est-ce que pouvons-nous dire que le système anglo-saxon est un modèle aujourd'hui? La manière dont fonctionne la société américaine ou anglaise sont des sociétés qui, quand même, il faut le dire, ont produit des discriminations aussi. Donc je ne crois pas qu'il y a de société modèle. En revanche, il faut essayer de décloisonner, essayer de prendre dans la société française, dans la société américaine et dans d'autres sociétés des points de référence qui nous permettent d'avancer. Donc voilà, moi je n'ai pas envie de me lancer dans un débat théorique sur les modèles de société. J'ai plutôt envie de me demander comment aujourd'hui et maintenant et ici en Belgique, on puisse faire en sorte que tout le monde puisse être traité de manière égale. L'égalité de traitement, c'est notre combat essentiel au MRAX. Si on rapporte cette analyse à la situation de l'Europe et particulièrement à la France, chose que l'on a fait, l'élément dans ce qui nous concerne qui essentialise l'Occident en France, c'est la démocratie. Et l'élément essentiel de la France, c'est la République. Les débats sont assez proches de ce que je viens d'exposer concernant les États-Unis, même si ce pays est souvent perçu comme un contre-modèle dans l'approche multiculturelle. En effet, il existe une recherche d'authenticité française préventive contre la présence d'autres cultures, et notamment l'islam, qui n'est jamais clairement définie et encore moins problématisée. L'islam est globalement perçu comme un phénomène social nouveau, antimoderniste, anti-républicain, anti-laïque et antidémocratique, puisque sa doctrine ne fait pas la distinction entre le domaine spirituel et le domaine temporel. Ainsi, la rhétorique culturaliste de personnes publiques, les discours que l'on va entendre ça et là des hommes politiques ou d'intellectuels, va entraîner des pratiques ethnoculturelles entre les individus qui seront à l'origine d'une réactualisation des concepts de république et provoquant aussi la révision d'un autre concept, la démocratie. La discrimination, en général, elle peut se définir comme un traitement différentiel infligé par une entité sur une autre entité qu'elle définit selon un profilage. Dans ce cas-là, la nature et le motif de la discrimination sont indistingués. La nature, ça va être quoi? Elle va viser la principale caractéristique identitaire attribuée au sujet qui est ciblé. Le plus souvent, elle est dissimulée. Le motif, lui, au contraire, c'est le fait, la circonstance qui va déclencher la situation en cause, c'est-à-dire la discrimination.
la nature est la cause directe officieuse, par exemple l'appartenance à une communauté, à une religion, ou bien même à un handicap. Par contre, le motif, on va donner un exemple, par exemple une faute professionnelle, dans le cadre du travail, est caractéristique de la cause indirecte car officieuse. Et c'est en général parce qu'il y a une disproportion entre le motif de l'auteur de la discrimination, par exemple quelqu'un qui va avoir un retard au travail, un retard professionnel, et la sanction encourue, par exemple une mise à pied, qu'un élément psychologique qui est la cause indirecte officieuse, en fait l'appartenance ethnique de cette personne, qui va intervenir. En pratique, la cause officieuse, cachée, l'intolérance, elle est dissimulée, c'est-à-dire qu'on ne va pas la montrer, elle ne sera pas officiellement mise en évidence, mais elle constitue en réalité la cause majeure, la cause principale qui déclenche la motivation psychologique de la sanction. Ça, c'est le cas, c'est comme ça qu'on pourrait définir une discrimination. Alors, cette distinction entre l'officiel et l'officieux, la nature et le motif, entre la cause indirecte et indirecte, elle est utile intellectuellement que si la discrimination elle est cachée, dissimulée volontairement par le discriminant. Ce qui est le cas en général pour toutes les discriminations, puisqu'elle n'est ni légitimée et encore moins banalisée dans les mentalités. Or, dans le cas des discriminations infligées pour les musulmans, leur spécificité, les spécificités des discriminations infligées aux musulmans, réside dans quoi? Elle se trouve dans le fait qu'il n'y a pas de cause officielle et de cause officieuse. Le motif de la discrimination est clairement exposé comme étant l'appartenance à la confession musulmane. Et pour le discriminant, cette cause, elle est directe, elle n'est pas cachée, et n'a pas besoin d'être motivée ou ajouter un autre prétexte. Il n'y a pas dissimulation du motif de discrimination, car le discriminant pense que la sanction ou la nature de la discrimination, c'est-à-dire en l'espèce la religion musulmane, est légalisée. Tiens, la loi sur le voile, quel que soit l'espace, ou légitime, puisqu'il y a une diabolisation de l'islam, quel que soit l'auteur. C'est pourquoi il convient d'évoquer, de conceptualiser une discrimination d'un type spécifique, c'est l'islamophobie. En d'autres termes, pour parler français, vous m'excusez, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, pour toutes les discriminations, on va cacher la raison officielle de cette discrimination. Par exemple, on ne va jamais dire à un noir, je t'embauche pas parce que tu es un noir, ou à un juif parce que tu es un juif, ou à un homosexuel parce que tu es un homosexuel, ou à une femme parce que tu es une femme. Mais quand il s'agit du musulman, parce qu'on a diabolisé l'islam, et parce qu'on pense bien faire en discriminant cette personne ou en lui interdisant l'accès à un droit, on lui dit je t'embauche pas parce que tu as une barbe un peu trop importante, parce qu'à notre goût, et c'est ce que l'on a vu en France, parce qu'à notre goût, vous avez une pratique un peu trop importante de l'islam, un peu trop prononcée de l'islam, ou bien madame parce que vous portez un voile. Comprenez, on ne peut pas vous accepter au sein de notre entreprise ou dans notre école. D'accord? Donc c'est ce qui fait la spécificité de l'islamophobie, c'est le fait qu'il n'y a pas de cause officieuse officielle et on dit clairement au discriminant la raison pour laquelle on le discrimine, c'est tout simplement parce qu'il est musulman. Parce qu'une grande partie finalement des difficultés du débat sur l'interculturel tient à la définition de ce qui est neutre universel d'une part et de ce qui serait particulier de l'autre. Si on abandonne cette définition du neutre ou de l'universel, alors l'injonction à celui qui est différent n'est plus simplement de respecter les grandes valeurs universelles, c'est tout simplement de se convertir, c'est-à-dire de fonctionner comme nous, de vivre comme nous et d'adopter notre culture particulière. Alors je pense que il faut pas non plus idéaliser les choses. Lorsqu'on est en dehors de débats comme celui-ci, lorsqu'on lit par exemple les forums dans la presse, c'est de ça qu'il s'agit en fait. Bon, évidemment, les forums sur Internet ont ceci qui sont anonymes, donc on peut y dire toutes les horreurs qu'on veut, mais lorsque les gens peuvent exprimer des horreurs qu'ils pensent vraiment, ce qu'ils demandent, ils ne demandent pas aux musulmans de respecter nos valeurs universelles, ils leur demandent de se convertir en quelque sorte, ils leur demandent de s'habiller comme nous, de manger comme nous, de penser comme nous. Ça, c'est ce qui se passe dans le quotidien de l'opinion publique.
Et c'est aussi ce qui fait un petit peu mon malaise, c'est que tout ça est remué par des débats qui sont, eux, beaucoup plus policés et qui présentent plutôt ça comme une opposition entre des pratiques particulières et nos pratiques qui seraient universelles. Et donc la contestation de ce qui est universel me paraît une démarche philosophique fondamentale dans ce débat-là. Je vais donner un petit exemple. Il y a 2 semaines, j'étais invité par le groupe parlementaire d'un parti qui souhaite légiférer sur le port des signes religieux à l'école. Je vous laisse deviner de quel parti il s'agit. Alors c'était très courtois. J'étais très bien reçu et la discussion a été très polie, même si je savais que je n'avais aucune chance d'être entendu et que ça ne changerait pas grand-chose, mais je trouve, voilà, c'est courtois de la part d'un parti qui ne pense pas comme moi d'aller inviter quelqu'un de différent. Et dans le cours de la discussion, lorsqu'on a discuté de qu'est-ce qu'il faudrait interdire, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas interdire, j'ai demandé si on allait mentionner le voile des religieuses catholiques. Et alors tout le monde s'est récrié en me disant « mais ça n'a rien à voir ». Et alors, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on dit que ça n'a rien à voir? Parce que le voile des religieuses catholiques, ça, on sait ce que c'est. C'est quelque chose qui est adopté après une démarche, qui peut d'ailleurs être une démarche personnelle sincère. Moi, j'ai rien contre les religieuses catholiques, vraiment rien du tout. J'en ai vu 2 qui se promenaient à la gare en venant ce matin. Et ben, je trouvais ça, bras dessous, je trouvais ça très sympa. Mais enfin, le voile des religieuses catholiques, c'est quoi? C'est une démarche absolument clair de soumission et d'obéissance assumée, et peut-être qu'il y a des gens qui ont envie d'être soumis et obéissants, alors que le voile islamique est beaucoup plus compliqué, comme on sait bien que c'est beaucoup plus compliqué. Donc je me demandais pourquoi on me dit ça n'a rien à voir, et la réponse que j'aurais dû avoir, si ça avait été sincère, ça aurait été de dire, bien sûr, le voile catholique est un signe de soumission, mais c'est le signe de soumission dans notre culture, et c'est bien pour ça que ce n'est pas la même chose. Et c'est là, évidemment, que le problème de l'universel se pose. Alors, je voudrais être clair sur 2 points. L'idée qu'il y a un certain nombre de grandes valeurs morales qui sont universelles, et qui sont en tout cas universalisables, j'y tiens profondément. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des valeurs qui ont vocation à être étendues à l'humanité tout entière, et je suis aussi convaincu qu'il existe des pratiques culturelles qui sont inacceptables au nom de ces valeurs. Donc, je ne dis pas que tout se vaut, et il n'est pas du tout question de dire que n'importe quoi est acceptable. Mais ce qui est fondamental, c'est d'abord, le premier point, c'est de dire que ces valeurs universelles s'expriment toujours dans la pratique sous des formes culturelles qui sont contingentes, qui sont particulières, qu'il n'existe pas de pratique culturelle neutre qui exprimerait simplement l'universel, il n'existe que des manifestations situées des valeurs universelles. Et le deuxième point qui découle du premier, c'est qu'aucune culture ne peut prétendre avoir un accès direct à des valeurs universelles. Les valeurs universelles, elles se dégagent dans le débat entre les cultures. Évidemment, c'est un débat qui doit être mené parfois, comme l'a dit Henri, y compris dans la confrontation, parce qu'il y a des choses dans un certain nombre de cultures qui me paraissent inacceptables, et il y a des choses dans ma propre culture qui me paraissent inacceptables aussi, comme la prétention qu'elle a parfois de s'imposer comme le gendarme du monde à n'importe quel prix, par exemple. Alors, je vais essayer d'illustrer ma première réflexion brièvement, l'idée que nous avons tendance à prendre nos pratiques particulières pour des expressions de l'universel, et je vais faire référence à un journal qui fait beaucoup parler de lui sur le sujet pour le moment, qui est Le Vif, qui il y a 1 an environ, à peu près au moment où nous sortions notre bouquin, avait publié un article « Comment l'islam gangrène l'école ». Alors, voilà, j'avais trouvé ça assez scandaleux, et j'avais vraiment été assez choqué que les laïcs n'aient pas réagi en tant que laïcs à ce titre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'un des arguments qui revient souvent dans le débat, c'est le problème de toute la mixité de genre dans les écoles, et où est-ce que la mixité de genre doit être imposée, où est-ce qu'elle ne doit pas être imposée, etc. Or, quelques semaines plus tard, le même journal, sans aucune référence à l'islam, consacrait un article aux discussions en cours dans toute une série de milieux pédagogiques sur les limites de la mixité, limites possibles de la mixité généralisée. Autrement dit, il y a à la fois dans le mouvement féministe, notamment aux États-Unis, et dans les milieux pédagogiques, il y a des débats sur le fait que la mixité n'est peut-être pas le mode le plus intéressant tout le temps et en toutes circonstances de coéducation. Et donc, on pourrait se poser la question, par exemple, pourquoi considérer comme indiscutablement rétrograde la demande de cours de natation non mixtes, alors que presque partout, on trouve naturel que les cours d'éducation physique soient unisexes. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus contingent et de plus culturellement situé que cette frontière de la mixité légitime ?
Voilà. Par exemple, dans ma propre tradition culturelle, l'idée d'exiger la mixité dans les douches ne me vient pas à l'esprit. Est-ce que elle paraît la plus naturelle du monde dans certains milieux culturels, que ce soit certaines traditions plus nordiques ou les milieux naturistes, etc. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement se dire qu'au moins dans une certaine marge, dans une certaine mesure, dans une société plurielle comme la nôtre, il y a un espace de variation dans la définition de la pudeur, et ça ne veut pas forcément dire que ça porte atteinte à l'égalité des sexes. Accepter l'idée qu'on puisse avoir des variantes, et pas exactement sur la même chose. Je pourrais en dire des tonnes, parce que bon, j'observe comme la définition de la pudeur change tout le temps. Par exemple, dans mes collègues, maintenant, on s'embrasse entre garçons. C'était absolument inimaginable il y a 20 ans. J'ai la chance d'avoir 55 ans, donc je sais les pratiques culturelles quand j'avais 18 ans. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'elles sont maintenant. Ça change, ça varie, et ça ne porte pas forcément atteinte à l'égalité fondamentale. Et donc, finalement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la mixité ne devient un enjeu tout à fait essentiel? Est-ce que ça ne devient pas un enjeu essentiel seulement quand la question est discutée par des musulmans? Inès Wouters, je suis avocate, je suis spécialisée dans le droit des minorités religieuses et droits de l'homme en général. Alors, j'ai expliqué un petit peu la structure dans laquelle nous vivons. Nous avons la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui garantit évidemment la liberté de religion, tant au niveau privé qu'au niveau public, le droit de le manifester. J'ai ensuite parlé de la Constitution qui garantit aussi la liberté de culte, sauf le respect des lois, bien entendu. Ensuite, quel était l'arsenal législatif dont nous disposons? Nous avons les dispositions en matière pénale, nous avons des dispositions en matière civile et principalement une loi et 2 décrets en matière d'actes de discrimination qui contiennent des dispositions pénales. Il y a plus que ça, si vous voulez, mais enfin, dans l'ensemble, pour un citoyen qui s'estime victime d'un acte islamophobe, il a la possibilité, dans certains cas, dans des cas d'incitation publique, par exemple à la haine religieuse ou à la discrimination religieuse, il a une possibilité au niveau pénal. Il a aussi une possibilité devant le tribunal de première instance en référé pour pouvoir faire cesser rapidement des actes à caractère discriminatoire. Il a ensuite, lorsqu'il a une procédure qui n'est pas en référé, mais il fait toujours faire valoir dans une quelconque action qu'il implique, de faire valoir les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, avec à la fin la possibilité aussi de pouvoir faire un recours devant la Cour de Strasbourg. Et puis évidemment, il y a les organisations qui sont autour, il y a le Centre pour l'égalité des chances, qui peut être partie intervenante d'ailleurs, qui peut centraliser des plaintes, il y a le MRAX bien sûr. Donc ce que je voulais dire, c'est que le problème n'était pas tellement législatif chez nous, quoique il y a effectivement des lois qui peuvent déroger la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme permet par des lois démocratiques de déroger dans certains cas à la liberté religieuse, mais que le problème à mon avis ne se situait pas tellement là mais à un autre niveau, c'est-à-dire qu'on essaye de contrer l'exercice de ces libertés en invoquant d'autres dispositions, mais qui est basée sur une présupposition qui est que lorsque l'on veut, dans certains cas, faire valoir des droits, par exemple le droit au foulard, on va exprimer qu'en réalité c'est une atteinte à des libertés, alors qu'en réalité c'est l'expression d'une liberté. Et on va dire il faut faire attention parce que des gens qui veulent invoquer ces libertés fondamentales, en réalité, le font dans le but de mieux, je dirais, les contrer plus tard, et que par conséquent, on doit très rapidement adopter des lois qui vont essayer d'empêcher cet entrisme, comme on dit. Et ça, je pense que c'est un mécanisme qui est dangereux, auquel il faut être vigilant, et c'est un processus législatif qui, justement, est un petit peu en train de se mettre en place, dirait-on. Mais malgré tout, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités dans notre droit et il ne faut pas que des gens hésitent à les faire valoir, parce qu'ils existent bien des gens n'osent rien dire, par défaitisme, par ignorance ou par opportunisme en disant ça va me causer plus de problèmes qu'autre chose. Je ne pense pas que ce soit une bonne manière de faire. Je pense qu'il faut pouvoir mener jusqu'au bout ce qu'on veut faire et se faire entendre. C'est la seule manière d'abord d'utiliser ce qui existe et en plus de faire changer éventuellement ce qui devrait être changé. Est-ce que vous auriez constaté une augmentation de plaintes concernant donc ces discriminations islamophobes? Alors moi, comme je l'expliquais dans mon intervention, je pense que le problème dépasse l'islam. Contrairement, bien que les musulmans soient très largement représentés, représentent une population très importante, il existe d'autres groupes religieux qui subissent les mêmes discriminations. Alors, en ce qui concerne le foulard proprement dit, il y a les sikhs, par exemple, le turban des sikhs. Alors, dans la tourmente,
se trouvent tout d'un coup pris. Mais il y a d'autres petits groupes religieux, c'est ceux qu'on appelle souvent les sectes et qu'on attribue de la même façon qu'avec des musulmans, il y a danger. Toujours à la faveur d'incidents graves, certes, qui se sont passés, mais qui ne concernent évidemment pas tout le monde, créer un climat de peur qui fait qu'on dit on ne peut pas leur appliquer le droit tel qu'il est, il faut même utiliser des méthodes législatives pour empêcher que cela fonctionne. Alors, je pense qu'il y a une prise de conscience à l'heure actuelle et je pense qu'il y a plus de gens maintenant, parce que d'abord, le niveau de compréhension augmente, l'arsenal juridique se développe, le niveau d'éducation augmente aussi, qui fait que je pense qu'on va assister à une augmentation considérable du nombre de plaintes, mais avec en parallèle évidemment des réactions plus virulentes de l'autre côté aussi, ce qui est intéressant parce que ça permet enfin au débat de sortir et de pouvoir s'exprimer et de pouvoir éventuellement trouver des solutions, mais cette fois-ci nous l'espérons ensemble et pas de manière unilatérale. Donc ce que nous pouvons dire au public musulman, il y a encore une liberté, il y a des droits, continuez à se battre, il n'y a aucune crainte à avoir. Alors, dire il y a des libertés, il y a des droits, il faut se battre, c'est sûr. C'est la seule façon de les faire vivre et de le faire fonctionner. Maintenant, il faut comprendre aussi qu'on se trouve face à un public, je dirais de l'autre côté, qui a peur de voir qu'il y a des gens qui utilisent leurs droits. Et c'est ça le danger pour eux. Et donc, qui essaient de contrer l'exercice des droits en adoptant des lois qui permet de faire des entraves. Et c'est ça le danger. Donc, je pense qu'il y a un travail aussi, mais qui est un travail plutôt sociologique, qui consiste à pouvoir entrer en communication avec des gens pour expliquer qu'en fait, nos valeurs sont très fondamentalement les mêmes. Je veux dire, ne pas avoir peur pour essayer de surmonter cette peur. Et donc, je pense que le travail au niveau des droits doit se faire en parallèle avec un travail au niveau de l'échange et du contact pour pouvoir progressivement et par palier, on ne peut pas obliger des gens à changer malheureusement, mais de force, mais en tout cas on peut peut-être le faire par le contact, la compréhension, par des mesures, etc. Et je pense que ça doit se faire en parallèle. Véronique Lefranc, coordinatrice de la cellule égalité des chances au sein du cabinet de la vice-première ministre, ministre de l'Emploi et de l'égalité des chances. Alors les assises, donc c'est une dynamique donc de réflexion et d'activité sur la notion d'interculturalité pendant un an. Un an pourquoi ? Parce que tout d'abord il faut donner la possibilité à un comité de pilotage qui est déjà constitué de pouvoir sélectionner les thématiques urgentes à pouvoir débattre et puis ensuite d'apporter des recommandations qui vont monter au niveau politique pour objectif de se dire de quelle manière pouvons-nous mettre des instruments politiques pour réussir le vivre ensemble. Alors plein de thématiques sont proposées, ça parle aussi bien au niveau de l'enseignement qu'au niveau des accommodements raisonnables, de la neutralité des pouvoirs publics, du rôle des médias. Et quel est le sujet concernant les médias ? Quelle est la proposition qui sera faite ? D'abord, ça a été une rencontre que la ministre a voulu avec différents partenaires, donc médias, télévision dans un premier lieu et puis ensuite presse par la suite. Et c'était d'abord de se dire, mais de quelle manière est-ce que les partenaires médias pouvaient s'impliquer dans cette thématique et justement favoriser à la connaissance de l'autre, à la lutte contre les stéréotypes. Et donc, la réponse des médias aujourd'hui télévisés, aussi bien du côté néerlandophone que francophone, sont positifs, puisqu'ils veulent rentrer et s'inscrire dans cette dynamique-là. Et tout au long de cette année, il y aura des émissions, aussi bien radio que télévision, pour justement sensibiliser sur la question de la connaissance de l'autre, de la culture de l'autre, du respect de la diversité. Ne sont-ils pas eux le facteur, donc le provocateur de cette islamophobie ? Non, je ne pense pas seulement. Pas seulement. Je pense qu'il y a différents éléments qui sont rentrés justement à nourrir l'islamophobie. Les médias font partie de ça, mais je pense qu'il y a aussi d'autres partenaires, il y a des intellectuels, il y a le monde associatif, il y a des mouvances qui justement sont arrivées ou se sont inscrits dans une radicalisation vis-à-vis d'une conviction religieuse. Henri Goldman, je dirige une revue qui s'appelle Politique, qui est une revue généraliste, mais à titre personnel, j'ai toujours été très intéressé par les questions à la fois de migration et qui concernent la diversité culturelle et la cohabitation des populations issues d'immigration dans le pays. Moi-même, je suis issu d'immigration, mes parents sont venus de Pologne avant-guerre, donc j'ai quelques raisons de m'y intéresser. Vous avez été ici invité par le MRACS concernant le thème de l'islamophobie, donc quel a été le sujet de votre intervention ? Mon intervention était peut-être un petit peu atypique parce que, bon, comme c'est très souvent le cas, on se croit dispensé de définir un terme alors qu'on en discute.
Et pour moi, le terme de l'islamophobie a vraiment besoin d'être précisé parce qu'il recouvre trop de choses. Et par rapport à toutes les choses que le terme d'islamophobie recouvre, je n'ai pas la même attitude, je pense qu'on ne peut pas l'avoir. Parfois, on parle d'islamophobie quand on critique l'islam. Par exemple, certaines personnes ont dit, surtout par exemple la conférence islamique mondiale, a estimé que les fameuses caricatures danoises étaient islamophobes. Alors, on pouvait dire qu'effectivement, elles étaient fort hostiles à l'islam. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on aurait dû les interdire? En Occident, en principe, la liberté d'expression est pratiquement illimitée, et donc c'était dans l'ordre de la discussion. De la même façon qu'on peut attaquer, je ne sais pas moi, le marxisme, le socialisme, le libéralisme, l'islam, la religion, toutes les religions, on peut les critiquer. À côté de ça, il y a une forme d'islamophobie qui est la pire, et qui est en fait le reprofilage du vieux racisme anti-arabe. Maintenant, on peut plus dire qu'on est raciste, alors on dit qu'on est contre les musulmans. On les vise par la culture et non pas par les gènes. Bon, alors ça, évidemment, c'est un phénomène qu'on doit traquer complètement, qu'on doit débusquer. Mais ce qui rend toute l'affaire compliquée, c'est qu'il existe un entre-deux. De gens qui disent, moi les musulmans ça me gêne pas du tout, mais un certain comportement me gêne. Et pas partout. Une femme aller dans la rue, j'ai rien contre, mais s'il est derrière un guichet, ça ne va plus du tout. Et donc c'est autour de cette question-là qu'on a le débat de société le plus difficile. Et je pense que si on veut aborder ce débat, ça ne sert à rien de cliver toute la population en deux camps, les antiracistes radicaux et les racistes. Je pense que si on fait ça, on ne comprend pas le doute et le malaise qui travaille cette société. Cette société a un grand malaise maintenant, elle n'est pas préparée à avoir l'irruption de la culture musulmane dans ses rues. Ça provoque beaucoup de personnes ne se sentent plus chez elles, et je pense qu'on doit retrouver les moyens de dialoguer, de se comprendre. Comme toujours, alors ça vaut pour toutes les cultures différentes, quand on se connaît un peu, on se comprend mieux, et on a beaucoup moins ces réactions épidermiques. Donc je pense que pour ce qui est clairement du racisme, alors là, il n'y a pas de pitié, il faut bannir, il faut poursuivre, il faut interdire. Pour tout ce qui est les malentendus culturels, je trouve qu'on doit beaucoup plus travailler sur le fond. Et quel est ce genre de travail? On doit trouver des lieux de rencontre, on doit accepter de travailler avec des médiations interculturelles. Donc par exemple, quand il y a des revendications minoritaires, ça ne sert à rien d'imposer la loi de majorité, parce que les minorités ont des droits. Donc on doit rechercher des solutions. Bon, donc on parle beaucoup, on commence à parler en Belgique, ce qu'on ne fait pas du tout en France, de l'exemple québécois des accommodements raisonnables. Donc on essaie de trouver des procédures pour que quand des minorités culturelles sont discriminées, ce qu'on appelle la discrimination indirecte, par des lois qui ne les visent pas, mais dont l'application mécanique fait qu'elles sont brimées sur certains points, on cherche si on peut trouver une solution à condition de respecter quelques grands principes sur lesquels je ne m'étends pas. Mais donc on négocie. C'est véritablement la recherche du meilleur compromis culturel possible. Bonjour, je m'appelle Denis Desbonnets, je suis animateur et journaliste dans l'associatif. J'ai une longue histoire d'antiracisme derrière moi. J'ai beaucoup travaillé pour les laïcs en Belgique, le Centre d'action laïque, mais j'ai voulu participer à ces assises, d'abord parce que je suis antiraciste, c'est le max, mais aussi parce que je suis de ces laïcs qui ne sont pas du tout d'accord avec la position dominante et de plus en plus dominante au sein du mouvement laïque, c'est-à-dire une diabolisation du foulard et une fixation là-dessus, et avec des arguments et des prises de position que je ne partage pas du tout. Donc je suis ici en tant qu'antiraciste et en tant que laïc, opposé à toute la fantasmagorie qu'on développe autour du voile et notamment aux différentes formes d'interdiction à l'école, mais voire dans l'espace public aussi. Donc moi je m'appelle Céline Caudron, je suis militante féministe et anticapitaliste à la LCR, c'est la Ligue communiste révolutionnaire. Et moi je suis venue ici parce qu'effectivement ce débat je le trouvais intéressant pour poser la question, mais aussi pour dire il ne faut pas seulement que discuter, il faut aussi qu'on se mobilise, parce qu'il y a une urgence aujourd'hui pour toute une série de filles musulmanes qui se voient refuser l'accès à des écoles parce que les écoles interdisent le foulard, et aussi parce que ce débat en fait est un faux débat qui fait que nous disperser et nous monter les uns contre les autres, alors que là aujourd'hui on a besoin d'unité et de solidarité pour résister aux attaques des patrons et aux mesures d'austérité du gouvernement qui sont en train de tomber sur nous et sur nous tous, peu importe notre religion ou si on est athée ou croyant, peu importe, on va tous devoir la payer, la crise, si on ne se mobilise pas. Et donc c'est nécessaire aujourd'hui de se mobiliser pour le droit des filles à l'enseignement, et d'ailleurs de tout le monde à l'enseignement, et aussi pour ne pas devoir payer la crise et que ce soit les vrais responsables qui la payent. Quelle sorte de mobilisation à laquelle vous invitez? Je crois qu'il y a plusieurs choses à faire, donc je pense que c'est déjà important qu'on sorte ensemble en rue pour montrer qu'on existe et qu'on est là ensemble aussi. Donc c'est important que ça soit des mobilisations mixtes, hommes-femmes, musulmans, pas croyants, enfin que ça soit mélangé, pour dire on est là, on est ensemble, on veut se battre ensemble, c'est déjà une première chose, et dire on est là contre le sexisme, contre le racisme et contre le capitalisme, parce que c'est trois choses qui sont liées pour le moment dans le contexte de la crise encore plus aujourd'hui.
aujourd'hui. Et alors un autre type d'action, c'est quelque chose de plus précis sur les écoles. Et là, je crois qu'il y a aussi intérêt à remettre en cause des enjeux vraiment fondamentaux sur l'enseignement. Ça veut dire un refinancement de l'enseignement, plus de moyens aux écoles pour qu'on puisse avoir un enseignement de qualité. Et moi, je pense que ça passe aussi par une fusion des réseaux pour faire un seul réseau unique, public, mais pluraliste aussi, qui puisse refléter la diversité de la société. Et si on fait ça dans le cadre d'un réseau pluraliste, ça veut dire qu'on doit interdire l'interdiction du foulard, puisqu'on est censé refléter la diversité de la société. C'est normal que les filles qui viennent, elles peuvent porter ou pas le foulard comme elles le désirent, quoi. Il y a des associations laïques qui manifestent contre le port du voile. Que pouvez-vous nous dire pour ça ? Mais je pense que c'est une erreur et c'est un faux débat, parce que justement c'est un débat qui nous monte les uns contre les autres. La question c'est pas de savoir est-ce que c'est bien ou pas de porter le foulard, parce que comme on l'a dit dans le débat, c'est un choix personnel qui concerne les femmes musulmanes elles-mêmes, quoi. C'est pas à nous à venir leur imposer ça. Et moi je suis aussi laïque et je suis aussi féministe. Et je trouve que dans le combat féministe, il y a aussi tout un gros volet qui consiste à dire nous en tant que femmes, on a le droit de disposer de notre corps. Personne ne peut nous dire qu'est-ce qu'on doit faire de notre corps. Et donc c'est la même chose avec ce débat-là. Personne n'a le droit de dire aux femmes musulmanes tu dois porter un foulard ou tu dois pas porter ton foulard. C'est à elles de choisir. Et donc je crois que là-dessus on peut faire des liens entre laïcs musulmanes sur ce principe-là de droit à disposer de son corps et on fait ce qu'on veut. Et donc je pense que les laïcs qui sont en train de se mobiliser pour l'interdiction sont en train de faire une erreur et alimentent aussi tout un tas de stéréotypes racistes qui stigmatisent la communauté arabo-musulmane et qui est dangereux justement parce qu'elle brise des solidarités à un moment où on en a vraiment besoin, quoi. On pourrait vous répondre que ça montre au moins que le mouvement laïque n'est pas tout à fait monolithique. Il y a eu une carte blanche parue récemment il y a une petite année dans le soir, à l'initiative de toute une série de professeurs de l'Université libre de Bruxelles, qui est le temple quand même de la laïcité, notamment par rapport à une tentative d'interdiction de venue de Tariq Ramadan à l'ULB, et donc une série de laïcs qui se sont levés en disant au nom du vivre ensemble, de plus en plus on veut légiférer dans le sens de l'interdiction, de l'exclusion, il y a une contradiction, et puis ce qui a été un peu dit dans les débats dans lesquels je me retrouve, notamment par Marc Jacquemin qui a très très bien expliqué ça, c'est que de plus en plus il y a une certaine laïcité militante qui commence à développer son propre dogmatisme, sa propre doxa. Ils ont la vérité, ils sont la civilisation, ils sont les droits de l'homme et on demande à tout le monde de se soumettre ou de se démettre. Donc c'est un peu... Ça me fait penser au slogan, je ne veux pas faire d'amalgame, mais ça me fait penser au slogan de l'extrême droite il y a une vingtaine d'années qui disait enlevez les voiles ou mettez les voiles. Ben, moi je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Et donc voilà, je le dis d'autant plus volontiers que je suis un laïc, je suis un athée, je suis même plutôt anticlérical. Mais pour moi le véritable laïc c'est celui qui se bat pour la liberté d'expression, pour la liberté de culte chez l'autre. Je crois que c'est Rosa Luxembourg qui reprenait une formule de Spinoza qui disait la liberté de penser, c'est toujours la liberté de celui qui ne pense pas comme toi.